Vous d'avoir choisi ce débat cet après-midi pour parler des heures sombres de la Ve République en compagnie donc de Monsieur Colomba de France Inter, qui est grand reporter, Madame Manotti, qui est auteur de romans noirs. Je voudrais, avant de démarrer, qu'on ait une pensée à quelques jours d'une mauvaise date anniversaire pour Marc Lanvin, qui était un jeune homme qui était militant communiste, qui a été assassiné il y a maintenant presque 40 ans, presque 50 ans, pardon, puisque c'était en 68, juste avant les législatives qui ont suivi les événements qu'on connaissait. Il accompagnait en tant que jeune militant communiste des militants socialistes pour coller des affiches. Et il a été abattu par balle par des colleurs d'affiches de l'UDR. C'était à l'époque la droite de l'époque, hein, il n'y avait pas d'UMP, ça s'appelait l'UDR ici. C'était des opposants qui voulaient à tout prix empêcher que Guy Mollet conserve son poste ou prenne la place, je ne sais plus exactement, mais en tout cas ils étaient prêts à utiliser les armes et ils l'ont fait. Et il y a eu mort d'homme cette fois-là, c'était un jeune homme de 18 ans. Et pourquoi j'évoque cette chose aujourd'hui? Parce que je pense qu'à Arras, on ne doit pas oublier que le SAC, qui est beaucoup évoqué dans le livre que Benoît Colomba a édité chez Futuropolis, Cher pays de mon enfance, de notre enfance, pardon, avec Étienne Davodo. Dans ce livre-là, c'est un peu en filigrane l'histoire de cette officine, de ce service annexe qui n'a pas servi les intérêts de la République, mais les intérêts d'une faction, et de beaucoup de dérives, en effet, qui ont été couverts par ce système. Donc je vais passer le micro tout de suite à M. Colomba pour qu'il nous explique un petit peu depuis combien d'années il est au travail sur ce dossier, parce que même si ce livre vient de sortir, c'est un roman graphique, il y a eu, je crois, en 2007, un premier ouvrage, et puis beaucoup de travaux que vous avez menés sur cette question, qu'on pourrait appeler un peu la chambre noire, créé par De Gaulle, ou un système qui s'est institutionnalisé par nature pendant une vingtaine d'années et qui a disparu en 82. Si je résume très vite avant qu'on aborde la question dans le dur. Je vous en prie. Bonjour, oui, effectivement. Alors, moi, ça fait assez longtemps que je travaille sur ces années 70. Mais c'est la première fois que je réalise, donc avec Étienne Davodo, vous l'avez dit, une enquête en bande dessinée. Moi, j'ai écrit ou coécrit plusieurs livres dits d'investigation, ce qui pour moi est un pléonasme, parce que le journalisme, normalement, ça doit être de l'investigation. Mais en tout cas, des livres qui creusent des sujets souvent politiques et ou financiers. Là, l'idée avec Étienne Davodo, c'était à travers donc une bande dessinée de rendre visible une histoire invisible. Parce que ce qui est aussi important que le titre, Cher pays de notre enfance, un titre un peu ironique, parce que moi je suis né en 70, Étienne Davodo en 65, on les a pas connus directement, on était trop petits, mais... C'est pour les plus de 40 ans. En fait. Oui, non mais justement, mais c'était le point de départ en fait de notre réflexion et du projet, mais c'était de dire que ces années-là, elles ont diffusé forcément sur toute une génération de décideurs politiques, et on sait que la longévité politique est assez importante en France. Et le sous-titre du livre, c'est Enquête sur les années de plomb de la Ve République. C'est vrai qu'années de plomb, en général, et c'est à dessein hein, qu'on a employé cette expression, on en parle pour les années italiennes, ou les années allemandes d'ailleurs, parce que je crois qu'originellement c'est une expression qui a été forgée par rapport à la violence politique en Allemagne, la fraction armée rouge, en Italie les brigades rouges. Mais il se trouve qu'en France aussi, nous avons eu notre violence politique, nos années de plomb à la française. Mais ça, effectivement, ça n'est pas raconté. Il y a assez peu de choses documentées là-dessus. Et donc, on a voulu partir sur les traces des derniers témoins et des dernières archives et raconter en même temps notre enquête. Parce que tout le monde ne veut pas s'exprimer, même autant d'années après. C'est assez difficile, mais il y a quand même des bouches qui s'ouvrent aujourd'hui. Et voilà, donc c'est toute cette histoire. Évidemment, c'est un projet assez ambitieux, donc on s'est concentré sur quelques thématiques ou quelques affaires qui nous paraissaient emblématiques. Et le fil rouge, comme vous l'avez dit, de cette histoire violente, de ces années de plomb, c'est donc le SAC. Donc en deux mots, service d'action civique, à l'origine c'est un service d'ordre qui est créé à la fin des années 50, 59-60, par les fidèles du général de Gaulle,
service d'ordre donc pour défendre officiellement l'action, la pensée du général. Plus prosaïquement, accompagner les responsables gaullistes lors des meetings, les militants lors des collages d'affiches, faire le coup de poing éventuellement avec les communistes ou ceux qui sont considérés comme gauchistes. Et voilà, mais ça, on va dire que c'est la vitrine, en tout cas c'est la vitrine présentable du mouvement, mais il y a une arrière-cour, et qui est en fait un mouvement beaucoup plus clandestin. Moi, je parle d'une zone grise en fait de la Ve République, qui est connectée à la fois à une partie des services secrets français, à la France-Afrique, c'est-à-dire tous ces réseaux souterrains liés à certains pays africains, comme le Gabon par exemple, et toutes des histoires en fait qui apparaîtront bien des années plus tard, notamment avec l'affaire Elf. Je crois qu'il y avait Eva Joly qui était ici oui, il y a quelques minutes. Donc, justement voilà, toutes ces relations un peu incestueuses entre la France et certains pays africains, avec des valises de billets qui reviennent dans le sens Afrique-France. Et donc voilà, et donc c'était donc il y a ce mouvement plus clandestin. Et quand on parle de violence politique, d'affrontements politiques, il se trouve que dans les années 70, donc qui est la période où se situe notre livre, on est au bout de ce mouvement donc qui a commencé à la fin des années 50, où là on est dans une dérive quasiment mafieuse, quoi. Vraiment, où ce mouvement a recyclé des truands, des mercenaires, notamment suite à la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie est un moment très important. Oui, on est à la fin d'une période où les armes circulent en fait dans le pays, la violence s'est exprimée politiquement, mais les armes sont restées entre les mains de gens. C'est ça, il y a eu plusieurs mouvements dits d'épuration pour essayer d'assainir un peu le mouvement, notamment sur Pompidou, mais ça n'a rien donné. Et il se trouve que voilà, des truands qu'on a utilisés ou des membres du SAC pendant la guerre d'Algérie, alors ça peut être d'abord contre le FLN et puis ensuite contre le AS, et y compris en métropole. Ben, ensuite, le pouvoir gaulliste s'est sali les mains en quelque sorte, et puis pour faire le sale boulot, on a utilisé ces malfrats qui ensuite ont été recyclés, on peut utiliser, je résume, mais en gros c'est ça, la carte du SAC, la carte bleu-blanc-rouge, un peu comme une espèce de passeport pour l'impunité. Et voilà, et on arrive dans ce mouvement-là, et avec des systèmes comme ça de renvoi d'ascenseurs, de complicité avec certains policiers, certains magistrats, pas tous bien évidemment, certains responsables politiques, mais voilà, c'est ça cette zone grise, aussi avec des protections. Des amitiés qui étaient liées à la résistance pour les aspects les plus honorables, on va dire, et d'autres qui étaient liées à des règlements de compte. Après, à ce moment-là, oui, c'est tout à fait. On va passer le micro quelques instants à Dominique Manotti, qui, vous travaillez sur... c'est L'Or Noir, le nom de votre roman, c'est de la fiction, vous l'avez dit, c'est un polar, mais vous abordez la question aussi de l'Afrique, de l'exploitation, et puis des dérives qui sont liées à la politique notamment, quoi, en fait. Oui, je voudrais juste un tout petit point, mais un tout petit point, comme vous dites, les années de plomb, les Brigades Rouges, bon, les années de plomb, c'est d'abord pour l'Italie, avant l'Allemagne, et moi je crois très très important, on a totalement oublié. Les années de plomb, c'est à l'origine un coup d'État larvé de la droite et de l'extrême droite italienne contre le Parti communiste italien. C'est ça le début des années de plomb. Il ne faut pas oublier que les bombes commencent en Italie en 1969, que la première bombe explose à Milan, à la Banque de l'Agriculture, elle tue 17 personnes et il y a 80 blessés. Il y en aura ensuite tous les ans pratiquement, et ça va finir en 1980 par l'explosion de la gare de Bologne, 88 morts et des centaines et des centaines de blessés. Ces bombes explosent, c'est une conjonction entre les services secrets italiens, l'extrême droite italienne et la CIA américaine. Et la raison fondamentale de ce mouvement, qu'on a appelé, si vous voulez, la stratégie de la tension, c'est-à-dire qu'ils ont mis des bombes pour mettre le désordre et pour éliminer le Parti communiste qui était en train d'arriver légalement au pouvoir, démocratiquement au pouvoir. Quand les bombes commencent à exploser, le Parti communiste est à 36% de vote. C'est le premier parti italien, avant la démocratie chrétienne. Bon, et c'est ça. N'oubliez pas qu'on est juste après le coup d'État des colonels en Grèce, qu'on est juste avant le coup d'État au Chili de Pinochet,
il y a une stratégie de la CIA et des Américains dans le cadre de la guerre froide qui est anticommuniste partout. Et la réaction des Brigades Rouges, que pour ma part, moi j'étais très liée à l'Italie, mais pour ma part je n'ai jamais participé, enfin je n'ai jamais approuvé la réaction des Brigades Rouges, mais c'est une réaction, c'est-à-dire que c'est une réaction qui est arrivée dans la jeunesse totalement désespérée. La réalité c'est ça. Et les Brigades Rouges sont créées en 72-73. Donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Je suis outrée de voir, si vous voulez, qu'on fait tout le temps référence en France au terrorisme italien, c'est les Brigades Rouges. Le terrorisme italien, c'est avant toute chose les services secrets et l'extrême droite italienne. Il faut être clair là-dessus. Et il n'y a jamais eu de répression contre l'extrême droite italienne. Voilà un rappel qui méritait d'être fait pour repositionner un petit peu aussi les choses. Jamais. À l'heure actuelle, les responsables de l'explosion de la gare de Bologne sont au Japon, on les connaît. Il n'y a pas eu de demande d'extradition. On les connaît, on sait qui ils sont. Ils sont tranquilles, ils vivent au Japon. Bon, moi, j'aimerais pas trop vivre au Japon, mais ça c'est une question qui est à nucléariser. Je vais repasser le micro, parce que... voilà, parce que monsieur... on est complètement d'accord là-dessus. La meilleure preuve, c'est que ce que vous venez de dire figure noir sur blanc dans notre livre, à une différence près, c'est-à-dire ce que vous dites là. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si notre livre est postfacé par Roberto Scarpinato, juge antimafia, parce que le dernier qui existe, c'est pas un hasard si on lui a demandé, le dernier des juges. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que vous dites là a notamment pu être documenté grâce à des juges d'instruction italiens. Il y a eu des enquêtes malgré tout qui ont été menées. Il y a des livres d'investigation, tout ça figure. Alors il y a encore des controverses, notamment sur les conditions exactes de l'enlèvement d'Aldo Moro qu'il y avait derrière, etc. Voilà. Mais ce débat existe, des juges ont travaillé, il y a des enquêtes. Et effectivement, on parle de cette stratégie de l'attention dans le livre. Ce qui est intéressant avec la France, c'est que, et c'est ce qu'on raconte, c'est que nous aussi, alors dans un autre contexte politique et économique, nous aussi nous avons eu notre violence de droite et d'extrême droite. Sauf que celle-là, elle n'est pas dans les livres d'histoire comme je disais tout à l'heure. Il y avait très peu d'enquêtes judiciaires, ou alors elles étaient escamotées, c'est ce qu'on raconte. Quand il y a un juge d'instruction, le juge Renaud à Lyon, qui enquête, qui tire un fil sur les connexions justement entre ces milieux de droite, d'extrême droite, le SAC, le milieu politique, le financement politique, il se fait assassiner et l'enquête termine par un non-lieu des années plus tard. C'est ça la différence. C'est qu'on retient juste la violence dite d'extrême gauche ou d'action directe ensuite, mais cette violence de droite ou d'extrême droite est gommée. Et c'est pour ça que c'est important de raconter cette histoire. Même, je prends juste un exemple, moi j'ai une formation d'historien avant de faire du journalisme. Il y a un livre sur le SAC. Voilà. Peu importe ce qu'on pense de ce mouvement, mais c'est quand même assez étonnant. On est les premiers à commencer à consulter les archives à l'Assemblée nationale qui commencent à être déclassifiées, pas toutes, justement sur le SAC, puisque ce mouvement a été dissous finalement en 1982, après l'arrivée des socialistes et des communistes au pouvoir, suite à un massacre, un énième massacre, mais en tout cas qui celui-là a été peut-être plus visible, qui a bouleversé la France entière. C'est une tuerie près de Marseille, la tuerie d'Oriol, une vendetta en fait, un règlement de compte entre militants du SAC, toute une famille tuée, y compris un enfant de 8 ans, et donc suite à cette tuerie, et les grands-parents bien sûr, mais je veux dire qu'il y a eu, ce que je veux dire, c'est parce que tout d'un coup la France se réveille en disant mon Dieu c'est terrible, etc., mais il y a eu beaucoup d'autres morts les années précédentes et qui n'avaient pas cette visibilité, voilà. Et donc suite à cette tuerie, donc il y a une enquête bien sûr judiciaire. On rencontre d'ailleurs la juge, c'était une femme qui a instruit l'affaire à l'époque. Au même moment, il y a l'assassinat du juge Michel, donc un juge d'instruction à Marseille qui lui enquête sur les trafics de drogue, la French Connection. Et il y a une commission d'enquête parlementaire qui va enquêter sur le SAC, et il y aura une dissolution. Et d'un mot pour finir, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est encore difficile de consulter toutes les archives tant d'années après. Et une toute dernière chose, je parlais de la France-Afrique tout à l'heure, on rencontre d'anciens membres de cette commission d'enquête parlementaire qui nous racontent, évidemment,
faut pas être naïf, le pouvoir socialiste aussi a instrumentalisé en partie cette affaire, parce que voilà, pour dire, bon, regardez, c'est l'ancien régime, etc. Mais il y avait quand même une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir, c'était la France-Afrique, justement. Donc, quand les membres de la commission d'enquête parlementaire ont voulu aller explorer le financement, comment le SAC, ce mouvement, était financé, et les connexions, justement, un peu sulfureuses avec la France-Afrique, là, on a envoyé des signaux en disant, stop, n'allez pas trop loin, parce que c'est des réseaux qui ont aussi servi à la gauche par la suite. Mais vous évoquez aussi les témoignages, enfin des gens qui sont convoqués devant la commission d'enquête sur le SAC au moment de la dissolution, les silences que certains ont, c'est pour rien dire d'autre chose ou des mensonges organisés. Mais je veux dire, franchement, c'était extraordinaire parce qu'on a consulté des centaines de pages et il y avait des dialogues, mais on aurait pu faire tout le livre uniquement là-dessus, mais des dialogues à la Audiard, on pourrait en rire si justement oui, derrière il n'y avait pas... C'est très mafieux, quoi. Si vous voulez des échanges, on en a retranscrit quelques-uns. Si vous voulez, vous avez des responsables du SAC qui ne lâchent rien devant des parlementaires qui ne considèrent pas, si vous voulez, pour eux, ils ne sont pas légitimes, déjà. Donc on a ce dialogue de sourds, de gens qui disent, écoutez, non, on était membre d'une association, on faisait rien de spécial, et il y a des dialogues comme ça, totalement ubuesques, pendant des pages et des pages. Cela dit, pour être tout à fait honnête, cette commission d'enquête parlementaire a quand même fait un énorme travail, donc il y a beaucoup de choses, si on prend la peine de regarder, mais encore une fois, tout n'a pas été rendu public, et même certaines auditions de responsables n'ont toujours pas été rendues publiques aujourd'hui encore. Alors ça, c'est un des aspects, effectivement, c'est le filigrane de cet ouvrage, mais vous évoquiez un assassinat, il y en a eu d'autres pour lesquels on est encore dans le mystère, enfin on était dans le mystère jusque récemment, c'est l'affaire Boulin, ce qu'on a appelé l'affaire Boulin, c'est la mort d'un ministre en exercice, ça fait partie aussi de cette histoire, pour vous redonnez des détails différents et vous faites parler des témoins qui ne sont pas évoqués d'habitude. Oui, je parlais d'affaires emblématiques, bon c'est vrai que moi ça va faire 15 ans que je travaille sur cette affaire. En fait, j'ai fait une contre-enquête en 2 mots. Robert Boulin était un ministre du Travail et de la participation. C'est intéressant aussi parce que ça dit des choses aussi sur le changement de cap aussi économique qu'on est en train de traverser. On est en 79, donc il est ministre du gouvernement de Raymond Barre, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est président de la République. À ce moment-là, ce ministre Robert Boulin est pressenti pour être le prochain Premier ministre, donc succéder à Raymond Barre. À l'époque, bon ça c'est une histoire qui est assez connue, je vais vite, mais il y a une guerre justement à droite. Jacques Chirac, qui est l'ancien Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, a quitté Matignon, il a lancé un parti, le RPR, donc qui est vraiment une machine de guerre pour conquérir le pouvoir dans la perspective de l'élection de 80. Et là c'est une vraie guerre politique où tous les coups sont permis. Pasqua est le bras droit de Chirac, et on est prêt à tout pour faire tomber non seulement l'adversaire politique, mais aussi au sein de son propre camp, pour avoir le leadership à droite. Et donc, il y a des pots de bananes qui sont balancés dans la presse, des histoires, bon, les histoires de Diamant de Bokassa, ça c'est connu, mais d'autres affaires. Et notamment, il y a, comme on parle beaucoup de Boulin comme futur Premier ministre, on fait sortir un prétendu scandale autour d'une histoire de terrain pour essayer de le déstabiliser. Et Boulin, bon alors évidemment, je résume ça très rapidement, mais je fais une enquête de 500 pages, très sourcée, documentée, j'étaye mes dires. Mais pour aller vite, donc Boulin ne se laisse pas faire. C'était quelqu'un d'assez intègre. C'était le recordman du nombre de ministères d'années passées dans les ministères. Et donc il menace de sortir certains éléments, notamment sur, on y revient toujours, la France-Afrique, le financement politique, ELF, le Gabon. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, moi j'ai pas toutes les pièces du puzzle. Toujours est-il qu'officiellement on le retrouve dans 50 cm d'eau, suicidé par noyade. Bon, moi j'ai documenté le fait qu'il ne s'était pas suicidé. Pas le faire tout seul. Éléments médicaux, légaux à l'appui, témoignages, etc. Bref, la fille de Robert Boulin s'est battue pendant de nombreuses années pour tenter de faire rouvrir le dossier, parce qu'il y a une enquête à l'époque qui s'est soldée par un non-lieu, comme pour l'affaire du juge Renaud. Et finalement, notamment suite à un témoignage qui figure dans le livre, en septembre dernier, le 11 septembre, il peut y avoir des 11 septembre plus gais, le dossier a été rouvert, donc ça veut dire qu'une juge d'instruction au palais de justice de Versailles a repris l'affaire Boulin, le dossier de l'affaire Boulin. Voilà. Et c'est vrai que je disais que c'est un changement aussi de cap, parce que je dis toujours que c'est pas seulement un homme qui a été assassiné, mais aussi une certaine façon de faire de la politique, parce que Boulin est un ancien résistant de la première heure. Ça fait un peu suranné de dire ça aujourd'hui, mais pourtant c'est d'une brûlante actualité. C'est un gaulliste social, quoi. Donc il n'était pas pour la domination des marchés financiers, il était pour la participation des syndicats dans l'entreprise. Voilà.
Et donc, de ce point de vue-là, peut-être qu'il était aussi peut-être un peu en dehors du cadre. Effectivement, alors pour rentrer dans un autre cadre, et là on va revenir à la fiction, est-ce que tout ça, vous en tant qu'historienne, Dominique Menotti, parce que vous êtes historienne d'abord et auteur de polar maintenant, est-ce que tout ça, ça fait matière pour vous, pour bâtir les romans, le dernier que vous venez de sortir, L'Or Noir, ou d'autres encore, ou des projets autour de ça? Est-ce que c'est ça qui nourrit votre construction ou votre formation initiale, vos années de militantisme? C'est le tout en général. Le tout en général. Non, on ne va pas se mettre au garde à vous pour le général. C'est un peu difficile de faire le départ. Mais si vous voulez, en tant que romancière noire, la spécificité du roman noir et la spécificité de ce que j'écris, c'est de dire que le crime n'est pas du tout une affaire d'individus et de hasard ou d'accident. Le crime n'est pas effaçable. Le crime est une des composantes des rouages sociaux. C'est un des éléments qui fait marcher la machine sociale. Et donc, le roman noir écrit en fait une histoire criminelle de la société dans laquelle on vit. Mais c'est profond, c'est stable. Le crime est une instance stable de la société dans laquelle on vit, et permanente. La chose qui est vraiment intéressante et qui donne lieu à des tas de romans, c'est que cette forme permanente, elle se manifeste sous des formes très différentes suivant le moment historique. Par exemple, en France, si vous voulez, il y a eu l'après-guerre, la génération de l'après-guerre. Chaque génération a ses modalités criminelles spécifiques. La période de l'après-guerre est extrêmement marquée par la période de l'occupation, par l'héritage de la carlingue et de la collaboration criminelle avec l'Allemagne. On peut peut-être expliquer en deux mots ce qu'est la carlingue. Oui, la carlingue, c'est pour aller très vite, c'est la Gestapo française. Si vous voulez, pendant la guerre, il y a un marché noir énorme. C'est les Allemands qui l'organisent parce que c'est une façon, indépendamment des accords d'armistice, c'est une façon de pomper la richesse française, le marché noir. Donc ils l'organisent. Marché noir, ça veut dire pas de texte écrit, aucun contrat écrit, et tout se règle en liquide. Donc il faut contrôler très très précisément ce qui se passe. Pour le faire, ils font sortir les criminels de prison et ils les intègrent dans une organisation qu'on appelle la Gestapo française, dont la tâche essentielle va être d'organiser le marché noir en France. Pour que vous ayez une idée, c'est des choses aussi qu'on ne dit pas très souvent, pour que vous ayez une idée, en France, pendant l'occupation, il y a 1800 gestapistes allemands et 40 000 gestapistes français, pour qu'on ait un peu une idée de l'importance du phénomène. Et la période de l'après-guerre, le banditisme de l'après-guerre, va être dominé par les héritiers de cette Gestapo française, qu'on va trouver dans la Méditerranée, par exemple, qui vont organiser le trafic de cigarettes, et à Marseille, qui vont travailler avec les Guérini sur le trafic de l'héroïne. Et la collaboration est très étroite entre les services secrets français et cette criminalité issue de la Gestapo française. Donc ça, c'est ce qui marque la quatrième, très profondément. C'est ce type, si vous voulez, d'organisation qui va marquer. C'est l'époque des barbouzes aussi. Oui, c'est l'époque des barbouzes, etc. Et, si vous voulez, dans la génération suivante, celle qui va arriver au pouvoir avec De Gaulle, c'est le SAC. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la criminalité de la décolonisation. La période de la décolonisation et comment maintenir des rapports de domination économique dans une situation de décolonisation politique. Et c'est la mise en place de tout ce système du SAC, de la France-Afrique, de tout ça qui marque très très profondément cette génération. Donc voilà, le crime, il est là tout le temps. Il est l'auxiliaire indispensable. L'existence des frontières, des limites, des lignes rouges, et le fait de les franchir, c'est constitutif de nos sociétés. Et le fait de les franchir, c'est aussi comme ça
que s'amoncellent les très grosses fortunes. Balzac disait, donc vous voyez que c'est pas récent, Balzac disait, à l'origine de toute grande fortune nouvelle, il y a un grand crime. Voilà, Balzac, 19e siècle. Donc, le roman noir, il est là pour vous raconter ça. Et c'est... Enfin, moi, j'aime bien. Vous en parlez avec beaucoup de passion et vous avez bien mis en filigrane le crime organisé, finalement, qui, quelle que soit la couleur politique, est là, présent, comme un fleuve qui court entre deux rives, quoi, en fait, et que chacun se raccroche. Et la génération actuelle, alors, si vous voulez, la génération post-Reagan, là, il faut quand même, il y a un frisson quand même qui doit parcourir la salle, c'est que la génération post-Reagan a su se constituer des territoires à elle. C'est les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux sont les territoires du crime organisé et de sa fusion avec la grande économie. Oui, c'est pour ça que je disais en faisant allusion à la fin de cette période des années 70 qu'on est une période de basculement, effectivement. Thatcher en Grande-Bretagne, Reagan aux États-Unis, la mondialisation des marchés financiers, à 83, le tournant de la rigueur, avec, et c'est sous la gauche qu'on voit être complètement libéraliser les marchés financiers. Et donc, effectivement, on est dans cette séquence-là. Et d'un mot, pour compléter effectivement ce que vous disiez sur cette criminalité liée à la décolonisation, il y a justement un exemple symbolique, c'est que le dernier chef du SAC, Pierre de Bizet, donc qui était chef du SAC au moment de la tuerie d'Oriol dont je parlais tout à l'heure, eh bien, donc, qui était un partisan de l'Algérie française. On dit que jusqu'à sa mort, il a eu une cravate noire en signe de deuil de l'Algérie. Eh bien, il a été, pendant toutes ces années, il était chargé de la garde présidentielle du président Omar Bongo au Gabon. Donc, bastion de la France-Afrique s'il en est, donc c'est tout à fait symbolique. C'est un juste retour, effectivement, qu'il soit toujours représenté comme cela. On a parlé justement des paradis fiscaux. On a l'actualité ici qui est très forte, avec le vote qui a été fait des parlementaires européens pour retirer un peu plus de pouvoir aux journalistes. Vous avez enquêté là-dessus. Vous avez soutenu, vous, Denis Robert, qui était un des initiateurs de cette question-là. Il a parlé des chambres de compensation au Luxembourg et il l'a payé très cher. Il a fait... je crois qu'il a eu 60 procès, 10 ans de pression continue. Actuellement, il y a une autre personne qui est en cours de condamnation, on va dire, parce que c'est bien ce qui se passe. Il y a une personne qui est ciblée parce qu'elle a donné des informations. Le système est en train de se défendre en organisant l'interdiction de sortie des sources par tout moyen. Et nos députés ont voté, enfin pas les députés français, ni les Verts, ni le Front de gauche, mais les députés européens ont voté pour restreindre l'accès aux informations financières au niveau européen. Tous les députés socialistes. Oui. Tous les députés sauf 3 qui se sont abstenus. Pour pas tuer les 3 qui se sont abstenus, mais effectivement, tous les socialistes ont voté avec le FN, avec le MoDem et les Républicains pour ce système. Je fais un petit détour, mais d'une minute, pour mieux revenir à votre question, pour rester dans le droit fil de ce dont on était en train de parler. Ce qu'on raconte dans ce livre, c'est une période où les hommes politiques avaient encore prise sur le réel, sur l'économie, ou en tout cas ne s'étaient pas liés les mains. Et aujourd'hui, par exemple, c'est tout à fait intéressant, il y a un chapitre sur les syndicalistes, le SAC dans l'entreprise, notamment dans l'industrie automobile, comment ils se font fliquer, tabasser, etc. Bon. Et on rencontre plusieurs syndicalistes qui nous racontent tout ça par le menu, et puis ils coups de barre de fer, etc. Et puis à la fin, ils nous disent, mais c'était formidable, c'était les plus belles années de notre vie. Alors, je dis, mais comment ça? Non, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Et oui, bien sûr, je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est qu'aujourd'hui, face justement à cette mondialisation des marchés financiers, l'impression que le système est bloqué et que justement, cette violence leur apparaît plus grande encore que celle qu'ils avaient ressentie à coup de barre de fer à l'époque, parce qu'au moins, ils avaient une perspective politique ou de transformation. Tout ça pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, le nerf de la guerre, il est financier, il est économique. Et moi, si j'ai soutenu Denis Robert, il y a déjà 15 ou 20 ans, je ne sais plus, quand il a sorti ses premiers articles, ses premières enquêtes sur Clearstream, donc pour expliquer, ce sont des chambres de compensation financière, c'est-à-dire des espèces de gros tuyaux qui sont un peu les notaires des transactions financières entre les différentes banques au niveau mondial.
Si j'ai soutenu, parce que oui, c'est parce que ça a été un des premiers à mettre le doigt sur l'importance de ces tuyaux financiers. Et aujourd'hui, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Informer n'est pas un délit, un ensemble de journalistes qui se mobilisent, et qui se sont mobilisés déjà contre le secret des affaires, ce qu'on appelle le secret des affaires, qui devait être voté dans la législation française, qui finalement a été écarté, et qui revient là par le biais d'une directive européenne, qui est une façon de criminaliser justement l'investigation financière. Alors là, ils nous expliquent qu'ils ont mis des pare-feux, des exceptions, etc. Mais ça sera à vous de prouver finalement que vous ne mettez pas en danger le secret des affaires de l'entreprise, alors qu'il serait tout à fait simple de faire une législation très claire qui réprime simplement l'espionnage industriel, ce qui existe déjà. Et très bien, on est tous d'accord pour dire qu'il faut protéger les secrets industriels des entreprises. C'est pas la question. Mais quand vous devez révéler des vrais scandales ou des vraies malversations, ou même des choses qui ne sont pas illégales en soi. En ce moment, il y a Antoine Deltour, un lanceur d'alerte, qui a dénoncé ce qu'on appelle l'optimisation fiscale au Luxembourg d'une grande entreprise. C'est pas légal en soi, mais justement, on utilise les paradis fiscaux pour être sur cette espèce de crête mi-légale, mi-illégale. Donc oui, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a cette criminalisation ou des lanceurs d'alerte ou des journalistes qui voudraient s'attaquer à ces sujets financiers qui sont essentiels. Mais on a vu, pour terminer récemment, dans l'affaire UBS, par exemple, que les anciens responsables ou auditeurs qui avaient dénoncé un certain nombre de pratiques au sein de la banque UBS l'ont payé très très cher, même si aujourd'hui il y a une enquête judiciaire qui leur donne raison, mais leur vie a volé en éclats. Oui, la pression est très forte. Et vous, dans un de vos romans, vous faites le point sur cette question-là aussi, non? Oui, mais je voudrais vous dire aussi quelque chose sur cette question d'espionnage industriel. C'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Tout le monde sait aujourd'hui, et on le savait déjà avant Snowden, que les Américains espionnent la totalité des entreprises et connaissent la totalité des secrets d'entreprise. Il n'y a plus de secrets professionnels aujourd'hui, c'est clair. Moi, je travaille sur l'affaire Alstom, la vente d'Alstom. Quand la procédure judiciaire américaine qui allait aboutir à la vente d'Alstom, parce que Cron voulait échapper à la tôle, donc il a vendu, et il a gagné au passage 4 millions quand même, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à Ghosn. Hein? Cron est un modeste. Bon. Donc, oui. Donc, quand l'affaire commence aux États-Unis, le procureur de la République américain a sur son bureau 1 million de mails protégés d'Alstom. La totalité du courrier d'Alstom est passée chez lui. C'est la NSA. Bon, je veux dire, et alors quand Snowden fait ses révélations, souvenez-vous, quand Snowden fait ses révélations, on apprend que les services secrets allemands travaillent avec les Américains, qu'ils les ont relayés, en particulier vis-à-vis de la France. On apprend que les Anglais travaillent avec les Américains et les ont relayés vis-à-vis de la France. Et on découvre petit à petit que les services français savaient très bien que les Américains les espionnaient. On découvre que l'espionnage américain s'est installé à l'ambassade des États-Unis, à Paris. Est-ce qu'on découvre vraiment? Mais non, on ne le découvre pas. C'est bien ce que je dis. Oui. C'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que ça sort dans le public. On l'avait oublié. Mais on le savait très bien. Les services français savaient parfaitement que les États-Unis ont rehaussé leur ambassade d'un étage, que cet étage est entièrement plein de machines d'espionnage, que ça marche très très bien, qu'ils sont très en avance sur le plan technologique, et que les secrets d'affaires n'existent plus. Ça n'existe que sur les lanceurs d'alerte. C'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le communiquer au public, on n'a pas le droit d'en discuter, on n'a pas le droit de le savoir. Mais surtout qu'on ne nous amuse pas avec le secret professionnel, parce que là, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que ce qu'on considère, ce qu'on voudrait croire qui est un secret professionnel ou qui est un secret d'entreprise, c'est les projets, les brevets, les choses comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont finalement dévoyés. Depuis Clinton, le couple Clinton a été extrêmement clair là-dessus. Ils ont été beaucoup plus clairs que Reagan. Reagan était plus ambigu là-dessus, mais le couple Clinton a été très clair. Il a dit il est tout à fait normal
que la NSA, c'est-à-dire l'espionnage américain, soit au service des entreprises américaines. C'est normal. Et ils ont créé les instances qui permettent la collaboration étroite au niveau des États-Unis entre CIA, NSA, secrétariat au commerce et grandes entreprises. Et c'est public. Je veux dire, c'est clair. C'est leur stratégie, c'est leur politique. Il n'y a pas d'erreur possible là-dessus. Nous, pour défendre notre République, est-ce qu'il faut modifier des lois? Il faut plus de moyens? Est-ce qu'il faut supprimer l'ENA? Supprimer l'ENA, c'est radical. Et vous, monsieur Colomba, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut supprimer l'ENA ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Un, pour protéger les sources, permettre les enquêtes, dénoncer, et puis que ces dénonciations portent des fruits, c'est-à-dire qu'il y ait des modifications, des actions, des condamnations et des changements de société, en fait, aussi. Supprimer l'ENA, je sais pas. Le problème, en fait, c'est... je parlais de zone grise du SAC tout à l'heure, mais là, il y a une autre zone grise aujourd'hui. C'est cette espèce d'aller-retour, les Américains parlent de revolving door, entre la haute finance et certains hauts fonctionnaires. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut supprimer l'ENA. Oui, d'accord, bien sûr. Mais ça, c'est le... Si on se contente de supprimer l'ENA, je pense pas que ça résoudra le problème. Le problème, il est là, à mon avis. Et c'est la question de l'intérêt général. Qu'est-ce que vous défendez? Quel est l'intérêt général que vous conduisez? Pour qui travaillez-vous? C'est ça la question. On a l'exemple d'un ministre qui vient d'une banque et qui maintenant travaille au gouvernement. C'est ça. Donc, à mon avis, la problématique, elle est là. La réflexion, elle doit se porter là-dessus. Après, sur le traitement journalistique, alors là, c'est un vaste débat. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai, au-delà de ces affaires, de cette question du secret des affaires, mais il y a, à mon sens, un vrai péril démocratique sur la situation du journalisme aujourd'hui. Je veux dire, tous les jours, vous voyez bien les informations sur quelques hommes d'affaires qui contrôlent la plupart des médias. Il y a quelques jours, c'était Patrick Drahi, le patron de SFR Numéricable, qui est également propriétaire de Libération, de l'Express, BFM, qui contrôle tous les tuyaux, en fait. C'est l'intégration totale de la chaîne. Bolloré, pareil, avec Havas, Canal+, les affaires en Afrique. Et donc, que pèse le pouvoir politique par rapport à ça? Il y a eu des lois anti-concentration qui ont été prises dans les années 80, mais qui sont totalement obsolètes aujourd'hui, ils sont complètement contournés. Donc la question, elle est là aujourd'hui, je pense. Et... Oui, mais c'est absolument d'accord. Mais si vous voulez, cette fusion entre... ce qui est très très important, c'est que maintenant, notre comment on va dire, notre élite, notre aristocratie, je sais pas, enfin bon, les gens qui animent le milieu des affaires, qui dirigent les entreprises, sont en fait formés. C'est pour ça que l'ENA est importante. Parce que si vous voulez, je le dis sous forme de blague, mais c'est pas une blague. Qu'est-ce qu'on apprend à l'ENA? Absolument rien. La seule chose qu'on apprend à l'ENA, c'est à faire carrière. C'est-à-dire à construire des réseaux et à avoir le bon truc pour passer d'un coin à un autre de l'appareil d'État et de la finance, et pour faire carrière, pour monter, pour s'assurer la fortune, etc., etc. Il n'y a pas du tout... La notion de service public a totalement disparu. Totalement disparu. Et de ce point de vue-là, la classe dirigeante sur le plan économico-politique et financier est absolument catastrophique. Elle est catastrophique. Moi, ça me fait toujours rire. La France se désindustrialise à cause des contrats de travail ouvriers rigides. Alors ça, bon, c'est pas ça qui a fait vendre Alcatel aux Américains, c'est pas ça qui a fait vendre Alstom aux Américains, c'est pas ça qui a amené EDF à la faillite, c'est pas ça qui fait plonger Areva. Tout ça, ce qui se passe là, c'est des faillites patronales. C'est-à-dire, c'est des incapacités totales à diriger une entreprise dans le sens de la souveraineté nationale.
La souveraineté nationale n'existe plus. Je suis en train de faire un roman sur Alstom, la vente aux Américains. Il y a quand même eu une pétition qui a circulé. Montebourg s'est aperçu du désastre, curieusement, quand c'était déjà accompli. Bon, le désastre était fait. Comment il a fait pour ne pas s'en apercevoir avant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il s'en est aperçu, lui. Donc il a hurlé. C'est tout ce qui restait à faire, hurler. Donc il a hurlé. Et il y a eu une pétition des énarques de Bercy pour lui dire quel scandale de critiquer la vente aux Américains. C'est super de vendre aux Américains, c'est le libéralisme quand même. Et en critiquant la vente aux Américains, vous facilitez la pénétration des idées du Front National. Alors, cette pétition est fabuleuse, absolument fabuleuse. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est la signature. Parce que quand même, quand vous êtes énarque, signer une pétition, c'est prendre un risque. D'accord, Montebourg va se ratatiner. Mais après Montebourg, on ne sait pas encore exactement qui y aura. Donc ils inventent la pétition sans nom. Personne ne signe. À la fin de la pétition, on dit « Nous sommes 138 à signer ». C'est génial. C'est beau. Voilà, ça c'est l'élite française. Et moi je vous dis, on est très très mal parti de ce côté-là. On est très mal parti. Très mal parti parce que je ne vois pas du tout... Cette couche sociale, elle est indispensable. Il faut les diriger, les entreprises. Et... Il faut diriger aussi les services publics. Et en fait, c'est cet aller-retour permanent qui brouille les cartes. C'est un effondrement profond et réel. Profond et réel. Là, on n'est plus dans la criminalité, mais c'est un effondrement. On n'est plus dans la criminalité. Non, ça ne s'appelle pas de la criminalité. Mais il y a une telle dissolution des notions collectives, disons, et de services publics, que la notion de criminalité finit par s'effacer. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que la corruption? Si vous voulez, par exemple, les entreprises américaines ne corrompent pas. Parce qu'elles ont des moyens d'influence. Elles n'ont pas besoin de corrompre. Elles offrent des postes, elles offrent des sinécures, elles offrent des situations très importantes. Ça, c'est pas de la corruption. Elles n'offrent pas de l'argent, elles offrent des situations. Le responsable pour la France de l'APE, c'est-à-dire de l'Agence des participations d'État, qui était en train de négocier, en principe dont la fonction était de défendre Alstom, a démissionné au lendemain de la vente d'Alstom aux Américains et est entré à la Bank of America, qui est la banque de General Electric. Et quand on lui a demandé pourquoi, ça c'est hallucinant. Il a répondu, mais pour faire fortune. Par rapport, mais attendez, mais j'en reviens pas. Par rapport à cette question de la criminalité, il y a quand même, je pense notamment à un ouvrage qui s'intitule Le nouveau capitalisme criminel, écrit par un commissaire divisionnaire qui n'est pas vraiment un membre d'Attaque, hein, Jean-François Guéraud, qui explique justement comment aujourd'hui on n'est plus, c'est plus à la marge justement du capitalisme, qu'il y a de la fraude, de la corruption. Non, c'est le cœur du système. C'est ce qu'il explique, et aujourd'hui c'est documenté aussi par beaucoup d'autres auteurs, encore une fois, qui ne sont pas des militants engagés à l'extrême gauche, ou voire souvent d'ailleurs, c'est assez intéressant, des acteurs du système qu'il raconte. Voilà. Donc on en est bien là aujourd'hui, notamment avec aussi une évolution technologique. On parle du trading à haute fréquence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout cet univers financier se passe à la nanoseconde, à la vitesse de la lumière, si vous voulez. Donc les risques de crack systémique sont multipliés par 10 000. Donc aujourd'hui on est dans cette situation-là. Je voulais juste vous dire une chose, et c'est pourquoi c'est très important de lire des romans noirs. On est bien. Sans tous broyer du noir non plus, parce que sinon... Il faut que le papier puisse être imprimé. La fiction
littéraire est un lieu absolument extraordinaire pour parler de ces choses-là et pour vous toucher. Parce que très souvent, si vous voulez, ce qui est économie, etc., se présente sous une forme rébarbative et trop technique. C'est fait exprès souvent. Hein? Et c'est exprès, exactement. C'est exprès. C'est exprès, c'est-à-dire qu'il y a un langage qui se fait, qui est un langage d'initié, et pour que le moins... Parce que si vous voulez, les économistes, ils sont absolument extraordinaires. Ils se trompent absolument régulièrement quand même. Bon. Mais c'est normal, hein. Moi je suis historienne, je pense que, comme disait Hegel, c'est au crépuscule que l'oiseau de Minerve prend son vol. On n'est pas là pour prédire l'avenir, on est là pour analyser ce qui s'est passé avant. Hein. Donc c'est tout à fait normal que lorsqu'ils se lancent dans des prédictions, ils se plantent. Bon. Mais ils ne veulent pas non plus que vous le sachiez, donc ils préfèrent prendre des trucs entre initiés. Donc chacun, évidemment, pardonnera les erreurs de l'autre, et réciproquement. Bon. Mais la fiction, c'est très important parce que, et je crois qu'une grande part, enfin c'est mon point de vue, si vous voulez, du pouvoir des Américains tient dans l'extraordinaire puissance de leur culture. Ils ont une culture vraiment puissante, la littérature, le cinéma parlent du monde actuel tel qu'il est. C'est une littérature très, pas engagée, mais proche du réel, enfin, dans le réel. Ils racontent, et les écrivains américains, par exemple, sont pour beaucoup d'entre eux des gens qui racontent ce qu'ils ont fait, leur vie, ce qu'ils ont rencontré, ce pourquoi ils se sont battus, ce qui les a battus et abattus. Et le cinéma, pareil. Et c'est une, si vous voulez, vous savez que le premier accord que les Américains ont passé en 1945 en revenant en Europe a été un accord pour interdire toute limitation de quotas sur le cinéma américain. Et ça, c'est une intelligence formidable. Formidable. Parce qu'ils savaient que leur pouvoir passe par là. Et moi, je pense que c'est aussi très très important de notre côté de nous battre pour faire une littérature du temps présent. Et c'est très important pour vous de vous battre pour la lire. C'est très bien ce que vous venez de dire, et je ne voulais pas vous interrompre parce que vous évoquez le cinéma qui est un outil de propagande formidable pour le monde américain, mais ça m'incite à revenir vers le roman noir et les années 50, et puis les années de plomb américaines qui sont le macartisme en fait, où les écrivains, les auteurs et les cinéastes sont bannis de la télévision, de la littérature, parce qu'on les soupçonne d'avoir des idées communes. Elle ne le dit pas publiquement parce qu'elle a peur pour ses enfants, et d'ailleurs il y aura effectivement des menaces de mort, leurs voitures trafiquées, etc. Donc voilà, c'est pas de la fantaisie. Et quelques temps après, Achille Peretti veut venir la voir pour lui proposer de l'argent pour qu'elle se taise. Alors je raconte cette scène qui est digne d'un polar de série noire. Je la raconte parce qu'on peut la documenter. Il y a des témoins, il y a même un enregistrement de cette scène, donc tout ça est raconté dans le livre. Donc voilà, c'est pas juste une élucubration. Et il arrive avec une mallette en lui disant voilà, refaites votre vie, vous ne voudriez pas que votre fils finisse comme Robert, donc comme votre mari, voilà. Donc ça se veut amical. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se veut amical. C'est une scène sidérante, mais ça se veut amical. Certes, il essaie de la corrompre, mais en tout cas pour son bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'idée. Bon. Et sauver d'elle-même. Voilà. Et donc à ce moment-là, donc elle dit écoutez, non, mais il n'en est pas question, etc. Et puis à un moment, la veuve Boulin dit de toute façon, je sais tout. Une façon de dire, repartez avec... Et à ce moment-là, Peretti, si c'est ça, faites sauter la République. Voilà. Et il repart avec sa mallette. Bon. Voilà. Donc voilà. Et d'ailleurs, cette affaire sera d'ailleurs instrumentalisée politiquement, y compris entre la droite et la gauche. Dans les années 80, quand il y aura des affaires un peu dérangeantes pour la gauche, il y aura des allusions très claires, ou par Mitterrand, ou par Lionel Jospin, premier secrétaire du PS, en disant en gros, écoutez, nous on n'a assassiné personne, donc voilà. Et là, hop, tout le monde se tait de l'autre côté. Voilà, donc une espèce de stratégie stratégie comme pour le nucléaire, si vous voulez, de dissuasion, quoi. Voilà, bon.
Donc voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, le SAC n'est plus présent comme il l'était à l'époque. On n'est plus du tout dans cette période-là. Pour la corruption, et finir de répondre à la question, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas c'est un certain nombre de magistrats qui me l'ont dit, il y a eu un grand bond en arrière dans la lutte contre la corruption par rapport à la, entre guillemets, grande époque des années 90, où les dossiers sortaient, où il y avait un certain nombre de volontarisme, des structures mises en place, comme le service central de prévention de la corruption, qui a été ensuite complètement dévitalisé. Donc voilà, et on voit aujourd'hui dans les dernières lois qui passent, on voit bien qu'on est sur une stratégie plus à l'anglo-saxonne, du deal pour empêcher les poursuites. Donc, et pourtant, on voit bien, quand il y a des lanceurs d'alerte qui sortent des affaires sur l'évasion fiscale et qui permettent de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, on est bien content d'avoir de l'argent qui rentre quand elles sont détournées de leur destination finale. Ça veut dire qu'au-delà de la corruption, c'est les âmes des individus, des citoyens qui sont beaucoup plus corrompus. On a admis quelque part que la circulation d'argent pour obtenir des choses indues, ça fait partie quelque part de la façon de fonctionner. Vous pensez que quelque part ça s'est ancré dans les esprits ou je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Dominique Manotti. C'est une certaine idéologie qui a effectivement au nom de la modernité. C'est tout à fait ça. Sur le développement, on parlait de la criminalité financière, au nom du développement économique, de la marche en avant des échanges économiques, de la libre circulation des capitaux. Au bout d'un moment, les vannes sont ouvertes, tout est permis. Et donc on est dans cette idéologie-là. C'est le basculement des années 80, oui. Tout s'est joué effectivement au début des années 80 et contrairement à ce qu'on a dit, à partir du tournant de la rigueur, c'est un vrai choix politique qui a été fait. C'est pas une contrainte. Bien sûr, mais c'était un enjeu idéologique qu'il y avait derrière. Et donc c'est toute une classe politique qui s'est ralliée à cette idée. Et encore une fois, j'insiste parce que c'est quelque chose qui n'est pas souvent mis en avant sur... Bon, il y a les politiques, mais c'est l'espèce de zone intermédiaire, ce que j'appelais cette ligne entre la haute finance et la haute administration et la haute fonction publique. Et c'est là, le pouvoir est là finalement. Plus que même le souvenir d'anciens ministres comme le ministre Payon, qui ensuite ont fait des déclarations en disant... mais les manettes et tout ça a été choisi. Alors effectivement, en plus, il y a eu la façon dont l'Europe s'est construite. Une génération d'hommes politiques a accepté de ne plus avoir les manettes, en quelque sorte, du pouvoir. Ça veut dire qu'on en revient à ce que disait Jospin, à un moment donné, au moment de la fermeture d'une usine, l'État ne peut pas tout, quoi, en fait. Alors que nous, on aurait besoin, peut-être en tant que citoyens, que les institutions publiques soient renforcées et défendues. Bien sûr, moi en ce moment je suis en train de travailler sur la question de la dette publique. Là aussi, on nous présente sur la dette publique, l'État en faillite, etc. Bon, c'est des choix qui ont été faits à un moment, de mettre la dette sur les marchés financiers par exemple, contre l'avis originellement du Trésor, de la structuration du cycle bancaire qui gérait cette dette. Et donc aujourd'hui on a des intérêts considérables et ça, mais pourquoi? Comment on en est arrivé à cette situation? Il y a des choix qui sont faits, alors ça remonte à loin, à l'époque où Giscard était ministre de l'économie et des finances, et le basculement s'est effectué, encore une fois, dans les années 80. Il y a des outils. Si vous voulez, l'idée, c'est que on veut faire croire que c'est des choix techniques, mais en fait, ce sont des choix politiques. Voilà. Parce que, par exemple, notamment une commission parlementaire qui a étudié l'histoire des paradis fiscaux et des fuites et de la fraude fiscale, pour l'instant, on entend... Alors maintenant, ça remonte, mais les sommes d'argent qui échappent au fisc, qui serviraient à financer les hôpitaux, les institutions ou à faire fonctionner l'État, manquent, mais l'État ne met pas paradoxalement en œuvre les moyens pour récupérer ces sommes. Il n'a plus les moyens. Vous dites qu'il n'a plus les moyens. C'est là aussi, c'est un choix politique. Donc, oui, il a choisi de ne pas avoir les moyens. Pour quelle raison il a choisi? Ce que vous disiez, c'est-à-dire la société ultralibérale. Non, c'est un choix politique qui a été fait de la société ultralibérale. Donc, dans la situation actuelle, il n'a plus les moyens. C'est un choix. Il faut redonner les moyens un petit peu. On parlait de l'affaire Ben Barka aussi. Oui, bien sûr, l'affaire Ben Barka en 65, on retrouve anciens de la Carlingue, du SAC et policiers véreux. Effectivement, c'est le début donc l'opposant marocain Medine Ben Barka, enlevé en plein Paris, son corps n'a jamais été retrouvé. À ce moment-là, on présentait le gaullisme comme un adversaire de la domination US, enfin, américaine.
Or, on sait bien que l'élimination d'un dirigeant de la Oui. comme Ben Barka était liée aussi au développement de ce mouvement global de contestation du capitalisme, d'une institution colonialiste ou colonialiste, ou néocolonialisme. Donc il y a quand même eu, à un certain moment, un accord pour ne pas aller plus loin dans la recherche des commanditaires de Ben Barka, on a tout fait l'affaire de Ben Barka, entre cette France-là et puis les intérêts. Oui, je vois ce que vous voulez dire donc pour ce que vous dites là, parce que dans l'affaire Ben Barka, on a notamment pu évoquer le rôle de la CIA en arrière-plan. Bon, une précision, l'affaire Ben Barka est toujours à l'instruction aujourd'hui, c'est une des plus anciennes affaires judiciaires, donc il y a toujours un juge d'instruction qui enquête là-dessus. Bon, c'est quand même si effectivement il y avait un intérêt pour les Américains, et tout n'est pas encore clair là-dessus, mais c'est quand même principalement les services marocains, et notamment le roi Hassan II, en cheville avec justement les réseaux français qui ont quand même enlevé Ben Barka, ça c'est une chose. Et ce qui est important aussi, et je rejoins ce que disait Dominique Manotti sur l'aspect justement de décolonisation, je citerai un autre exemple, c'est Henri Curiel. Henri Curiel, opposant tiers-mondiste, enlevé en plein Paris, tué en plein Paris en 1978, et on a su récemment, j'en ai parlé sur France Inter, il y a un témoignage posthume d'un ancien membre du SAC justement qui revendique l'assassinat d'Henri Curiel. Là aussi, on est dans cette, je veux dire, c'est pas des militants violents, hein, je veux dire, Curiel, Ben Barka, c'est des gens qui veulent changer le rapport de force politique, qui sont opposants dans leur pays, voilà. Donc on est vraiment dans ce cadre-là. Les langues se délient petit à petit, mais il y a peut-être encore d'autres dossiers à ouvrir, effectivement. Est-ce que, là, on me dit qu'il y a un débat qui va suivre. Vu qu'une question vient de la salle, et peut-être d'autres questions auxquelles le public présent voudrait vous soumettre, je ne sais pas s'il nous reste quelques minutes. 3 questions, je vais faire passer le micro. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour... c'était vraiment passionnant. J'ai une réflexion et une question. La première réflexion, c'est qu'en fait, à l'époque, on le faisait à l'ancienne avec des revolvers, des bains d'acide, enfin, etc. Mais finalement, maintenant, on n'a plus besoin de faire tout ça, puisque la légalité autorise l'installation progressive. Enfin, je crois que je souffre pas trop de parano d'une dictature. Il faut quand même regarder les choses, puisqu'on a le droit de changer de gouvernement, mais on n'a pas le droit de changer de politique. On n'a plus le droit de... Le citoyen n'a plus aucun moyen. L'économie échappe totalement à la délibération démocratique. Il y a un tas de choses qui s'enfuient et qui sont... Et ça se fait avec une vaseline politique absolument irremplaçable. Et ils sont très au point là-dessus. Et je pense, madame, que c'est pas l'État qui est à... C'est pas l'ENA qui est à remettre en cause, c'est l'État. C'est l'État. Puisque l'ENA forme des préfets, des sous-préfets, et ils ne forment pas que des fonctionnaires de très haute volée qui agissent dans l'ombre. Et il y a énormément de ces gens-là qui sont tout à fait bien et qui représentent d'ailleurs une diversité politique réelle, même s'ils n'ont pas forcément le droit et qui sont forcément de l'avis de leur patron. Et alors, ma question, c'est, vous parliez à l'époque de la gauche au pouvoir, dans les années 80, du pouvoir dissuasif de l'affaire Boulin. Est-ce que ça ne vous a pas frappé au moment où il y a eu les débats et les questions sur le financement de la campagne de Sarkozy par la Libye? Bizarrement, quand il y avait un truc qui sortait du côté Libye, hop, il y avait quelque chose qui ressortait du côté de l'affaire Boulin. Ça ne vous a pas frappé? C'est moi qui me trompe? Merci. Par rapport à l'affaire Boulin, la Libye, non, franchement, ça ne m'a pas frappé. Par contre, instrumentalisation, et je peux vous donner 2 exemples, y compris Sarkozy ou sans compte cette affaire, oui. Non, sur l'affaire libyenne, non, enfin, mais sous réserve que vous me donniez les dates précises avec les déclarations, et je suis tout à fait prêt à intégrer mon raisonnement, mais je n'ai pas vu ça. Par contre, on en parle aussi dans le livre, campagne présidentielle de 2007, on est en pleine deuxième affaire Clearstream, c'est-à-dire
pour ceux qui sont pas au courant de l'histoire. Donc il y a ce qu'on expliquait tout à l'heure, Denis Robert, qui révèle ces histoires de financières finalement autour des banques. Et il y a une manipulation autour de listings qui accrédite faussement un certain nombre d'hommes politiques, et notamment Nicolas Sarkozy, des comptes dans des endroits improbables. Et donc Sarkozy, pendant la campagne présidentielle, c'est à Poitiers en 2007, fait une déclaration dans laquelle il dit, c'est une allusion très claire justement aux officines, aux barbouzes, etc. Et il dit « Je n'oublie pas l'affaire Boulin ». Et alors, là, c'est quand même étonnant parce qu'il s'adresse à son propre camp, quoi, en gros, aux Chiraciens, pour faire court, parce qu'il soupçonne une partie des Chiraciens d'instrumentaliser, voire d'être derrière, notamment Dominique de Villepin, cette affaire Clear Street 2, quoi, voilà. Et plus récemment, ça par contre, ça m'a tout à fait étonné, dans l'affaire Pygmalion, il y a une déclaration de l'ancien directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, dont le nom m'échappe à l'instant, mais qui est Jérôme Lavrieux, voilà. Et qui donc a fait un certain nombre de déclarations accusatoires vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, comme quoi il savait tout ce qui se passait concernant les dépassements de campagne. Et à une question qui lui est posée en disant « Mais est-ce que vous n'avez pas peur ?» il dit « J'ai pas envie de finir comme Robert Boulin dans 20 cm d'eau. » Et ça, c'était il y a 3 mois, quoi, quelque chose comme ça, pour vous dire à quel point cette affaire est toujours dans l'espace public. Et juste pour terminer, pas monopoliser la parole, quand vous disiez sur c'est l'État qu'il faudrait réformer, enfin pas l'État, mais ceux qui représentent l'État, la conduite de l'État, à mon avis, c'est plutôt ça, c'est pas l'État en lui-même, si je puis me permettre. Et juste pour finir sur ce que vous disiez précédemment, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus les mêmes moyens de rétorsion, même si ça existe quand même encore. Hein. Il y a des journalistes du Monde qui sont sous protection rapprochée parce qu'ils ont fait des articles sur les liens entre le Gabon, la mafia et certains Corses. Voilà, donc ça existe quand même aujourd'hui hein, sur la France-Afrique version 2016, et on peut avoir aussi des menaces encore. Mais vous avez raison, c'est plus le mode opératoire. Aujourd'hui, vous avez des bataillons d'avocats, on vous fait des procès, on vous fait du harcèlement judiciaire, on rachète votre média, c'est plus simple. Ce que vous évoquiez, c'est aussi ce qui s'est passé par exemple pour Denis Robert. Il y a eu des menaces un petit peu implicites, mais c'est surtout des procès à répétition qui ont essayé d'assassiner socialement le journaliste, de l'extraire, de lui prendre tout ce qu'il avait, sa maison, de lui faire payer sous divers prétextes les informations qu'il avait transmises et données au grand public, en fait. C'est moyen de pression tout à fait légaux, parce qu'il faut s'organiser pour se défendre en permanence. Vous ne pouvez plus travailler dans ces cas-là. Question suivante. Attendez, monsieur, on va les prendre dans l'ordre, parce qu'il y a monsieur ici, il y a madame là, et il y a monsieur, il y a quelqu'un qui va vous passer le micro. Excusez-moi. Hein. Bon. Moi, je voudrais, comment ça s'appelle, revenir sur le contrat social de Rousseau. Pour venir à ma question après. Hein. C'est-à-dire que le contrat social, il disait qu'on devait perdre un peu sa liberté pour l'intérêt général. Donc, d'où les démocraties qui doivent représenter le peuple. À l'heure actuelle, avec les montées des populaires des différents pays, on voit que les démocraties laisse le pouvoir non plus au peuple, mais aux multinationales. Et, je veux dire, les gouvernements et les multinationales disent, si vous ne voulez pas faire ceci, cela, ni on licencie. Vous voyez? Et lorsqu'il y a des personnes qui dénoncent des évasions fiscales à droite, à gauche, on les muse, on les met en prison. Il y en a, vous les avez cités, il y en a 3 là. 3 qui ont dénoncé toutes ces sociétés qui ne payent pas les impôts et puis que voilà. Et ben ces personnes-là, elles vont avoir des problèmes. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est une grande question. Alors je ne sais pas si, puisque le temps est court, on va peut-être prendre les 2 autres questions dans la salle et faire. Il y a madame ici et monsieur au premier rang. Et s'il y en a d'autres,
avant que tout le monde ne fuit, c'est pas que les gens s'en vont parce que ça les intéresse pas, c'est parce qu'il y a un tel rythme de débat et il n'y a pas de battement entre les deux. Il y a des débats qui commencent maintenant. Voilà, faut accélérer, en fait, effectivement. Allez-y, madame. Je serai donc assez rapide. C'est vrai qu'à l'école de la vie, moi, j'ai appris à pas être naïf, donc à la fois, je suis ravie de la manière dont vous présentez les éléments et ça fait du bien de les entendre. Mais en fait, la question à vous, chers camarades historiennes et fabuleuses, finalement, est-ce que dans l'histoire, la démocratie n'a été qu'une façade? C'est un peu la question que j'ai envie de poser. Est-ce que ça se répète toujours, voyez? Et puis l'autre chose, c'est que je voudrais pas qu'on sorte, parce que finalement, si on fait la synthèse, on peut dire ce que disent nos ennemis, tous pourris, voyez? Bon, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est peut-être le qu'est-ce qu'on en fait qui m'intéresse davantage. Et y a-t-il encore un peu d'espoir pour un système de représentation fiable? Merci, madame. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui disent non à la corruption et qui se battent contre ça. Alors, nos interlocuteurs, nos débatteurs répondront juste après la question de monsieur. Et ça sera la dernière qu'on prend. Monsieur Colomba, j'ai lu votre livre, il est passionnant. Est-ce que vous avez été vous-même... comment? Est-ce que vous avez eu des menaces pendant que vous faisiez votre enquête ou après? Est-ce qu'on vous a menacé, vous? Merci beaucoup. Non, je n'ai pas été menacé. C'était parfois compliqué de rencontrer certaines personnes qui vous fermaient la porte, il fallait rentrer par la fenêtre. Mais non, comme on le dit, on rend hommage à ceux qui ont été menacés, c'est-à-dire que c'était clairement dangereux de travailler sur ces sujets-là dans les années 70, voire jusqu'au milieu des années 80, oui. Des journalistes, des juges d'instruction ont été tabassés, poursuivis, leur vie a vraiment volé en éclats. On cite l'exemple aussi du cinéaste Yves Boisset qui a fait une adaptation justement d'assassinat, tiré de l'assassinat du juge Renaud, qui a dû partir à l'étranger, sa voiture cassée, le pare-brise de sa voiture, coup de téléphone, on sait où sont tes enfants. Ceux qui ont enquêté sur l'affaire Boulin ont aussi des menaces de mort, on les appelait en leur disant qu'on avait le plan de la sortie d'école de leurs enfants. Donc tout ça a existé. Bien évidemment, ça n'est pas du fantasme. Non, aujourd'hui quand même, les choses sont différentes. J'ai jamais eu de menaces directes, ou bon, peut-être des messages un peu codés parfois en disant écoutez, c'est pas très raisonnable, mais pas de menaces physiques. Voilà. Pour le reste, alors pour les autres questions, c'est vrai que bon, moi, rapidement, peut-être que là on a l'impression de donner un tableau un peu noir, mais moi je pars du principe qu'à partir du moment où on essaie de décrire la réalité, que ça soit dans le travail journalistique ou dans les romans, on est plus libre en fait en tant que citoyen. Et ça, c'est la première chose. Après, comment changer les choses? Moi, je dis toujours, je parle à certains jeunes journalistes parfois qui me posent des questions. Il faut essayer de faire ce qu'on peut faire à l'endroit où on est. Voilà. Et déjà, si on fait ça, c'est énorme, mine de rien. Et c'est vrai, alors là, j'ai vu récemment, il y a un film qui a beaucoup de succès, et c'est très bien parce qu'il est très bon, de François Ruffin, qui, merci patron, en 2 mots, voilà, qui est un film très intéressant autour de Bernard Arnault, et que derrière la pochade, finalement, il y a beaucoup de choses qui passent dans ce film. Et en fait, on voit, ce qui est assez surprenant, la panique qui tout de suite... oui, la panique qui étreint l'état-major de Bernard Arnault face à ces personnes qui menacent de les déstabiliser, un petit journal local, et finalement il y a un émissaire qui est envoyé par Bernard Arnault en disant mais les minorités agissantes font tout, voilà. Et donc là on comprend qu'en fait il y a quelques personnes qui peuvent faire basculer les choses, même idéologiquement, parce que finalement quand je dis voilà, déjà décrire les choses telles qu'elles sont, on sait que la bataille elle est d'abord là-dessus, pour décrire ce réel, ne plus être dans une neuve langue, d'une modernité formidable, de la marche en avant du progrès. Voilà. Après, l'action, elle se fait à tous les niveaux, y compris au quotidien. Et les élus, ils sont censés être les représentants de ceux qui les élisent. Donc on est aussi dans cette relation vis-à-vis de administrés, élus. Donc voilà. Non, moi je ne peux pas répondre à la question, madame. Mais ce que je pense, ce que je crois très profondément et très sincèrement,
Bon, d'abord, je pense qu'on est effectivement dans une crise du système démocratique profonde, très profonde. Donc on ne va pas s'en sortir comme ça. Et ce que je crois, c'est que je ne sais pas du tout comment on va s'en sortir. Moi, en tant qu'individu, je n'ai rien à inventer, mais je fais une confiance forte aux luttes collectives qui aujourd'hui sont encore extrêmement faibles. Je ne crois pas à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que je crois qu'on continuera, on trouvera des moyens, on trouvera des lieux, on trouvera des instruments pour se regrouper, pour échanger, je crois qu'on est à la fin d'un cycle, que les instruments qu'on a construits au XXe siècle, moi j'ai été très, très longtemps syndicaliste, je pense, si vous me demandez mon avis, je pense que ces instruments-là sont en train de subir des crises de vieillissement extrêmement fortes, mais je pense qu'on n'est pas à la fin de l'histoire et qu'on saura trouver d'autres instruments, qu'on construira nos instruments pour le futur. Je suis historienne, donc je sais par exemple que lorsque les corporations se sont effondrées dans la première moitié du 19e, les corporations ouvrières, qui étaient une forme d'organisation ouvrière très forte, qui avait une culture, qui avait des combats, qui avait des succès, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée parce qu'elle ne correspondait plus à l'économie qui était en train de se mettre en place à ce moment-là. Eh bien, on a mis beaucoup de temps, on a mis 50 ou 60 ans à reconstruire une forme d'organisation qui a été les syndicats, qui a commencé tout petit à travers les sociétés de secours mutuels, et puis qui petit à petit a grandi, et puis il y a eu la période d'un partage plus égal, bon, et ça, cette période de nouveau, elle est finie. Bon, donc voilà, j'ai un peu tendance à penser qu'on retrouvera un chemin de lutte collective. Mais je ne sais pas si ma réponse est adaptée. En tout cas, c'est ce que je crois. Je ne suis pas fondamentalement, totalement pessimiste. Le côté négatif, on peut dire, c'est qu'effectivement, je partage le diagnostic que on est en fin de cycle et qu'effectivement, c'est assez inéluctable la fin de ce cycle. Et le côté positif, c'est que forcément, il va y avoir quelque chose derrière. Alors il faut faire en sorte que ce quelque chose ne soit pas pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Pour reprendre l'expression d'un ancien vice-président du MEDEF, Denis Kessler, qui est aussi très porté sur l'idéologie patronale, il avait parlé de défaire méthodiquement l'héritage du Conseil national de la résistance. Effectivement, on est dans la fin de ce cycle-là, donc il va falloir refaire méthodiquement cet héritage-là, évidemment dans un autre contexte que 1945, mais avec une nouvelle solidarité, et refaire en sorte de retisser ce modèle français qui finalement était pas si mal. Tout à fait. Vous évoquiez M. Ruffin, et merci patron, il avait repris à partir de la phrase de Warren Buffett, la lutte des classes existe, et notre classe, celle des patrons, est en train de la gagner. Il l'a gagné, maintenant vous dites qu'il l'a gagné, mais... Ruffin avait fait un beau petit livre à ce niveau-là. Buffett, il dit il a gagné. Il a gagné, oui, tout à fait. Mais c'est pas encore sûr, il y a encore beaucoup d'ouvrages. La preuve, c'est que ce festival s'ancre dans le temps. C'est sa 15e édition, on en est très content. Et on espère que ça continue encore pendant quelques années. Je vous invite à retrouver nos auteurs au mini-village du livre avec les éditeurs pour L'Or Noir pour Dominique Manotti. Et puis donc, Cher pays de notre enfance pour Benoît Colomba. Et Monsieur Davodo qui n'est pas là, mais que vous avez sûrement déjà dû croiser, vous, en tant qu'habitué du festival, parce qu'il avait signé notamment un livre qui s'appelait Un homme est mort, qui évoquait des grèves et la mort d'un syndicaliste, et l'histoire du film qu'avait fait Vautier à l'époque sur ce syndicaliste, film disparu. Et j'espère qu'on le retrouvera pour d'autres éditions, il était retenu ailleurs. Merci à vous encore, vous pouvez aller rejoindre Monsieur Colomba, le stand où on vous attend pour des dédicaces, je crois, et je pense qu'il y en aura un certain nombre. J'espère en tout cas vous retrouver. Merci.